Bonjour à tous. Alors avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, en espérant qu'elle sera meilleure que 2021 et 2020, hein, on croise les doigts très fort. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit les fêtes de Noël ou bien le jour de l'an, en famille ou entre amis. Et donc je vous renouvelle une fois de plus mes vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce. Justement, en parlant de fêtes de fin d'année, je voulais vous faire découvrir et partager un des cadeaux que j'ai trouvé au pied du sapin cette année. C'est ce magnifique ouvrage consacré à Bushi Terasawa, l'auteur et créateur de Cobra, mais pas que, hein, nous allons voir ça ensemble. Donc c'est quand même un beau livre, hein, comme vous pouvez voir, avec un mélange de mat et de brillant, avec une photo donc, de Bushi Terasawa au dos. Donc c'est un ouvrage édité par Fujimanga, donc qui réédite de nombreuses œuvres, dont celle de Bushi Terasawa, et surtout ses œuvres en couleur, puisque moi je possédais les premières éditions des œuvres en couleur de Terasawa. Je vous mets quelques photos ici des éditions que je possède, et donc qui sont assez sympas, hein, mais qui sont en papier souple. Et donc cette édition là, donc Fujimanga réédite ces livres, mais sous forme beaucoup plus luxueuse, hein, qui ressemble à ça, donc en couverture rigide cartonnée. Ce qui va me permettre également d'avoir les numéros que j'avais ratés dans la précédente édition. Mais ils ne sont pas encore sortis, donc faut que j'attende. Après, c'est pas non plus le même tarif, je dois avouer, puisque les autres livres, je devais les payer une vingtaine d'euros pièce, je crois. Faudrait que je vérifie. Tandis que ceux-là sont à une trentaine d'euros, mais voilà, on n'est pas dans la même gamme de finition. Donc ça, c'était pour vous parler un peu de la maison d'édition, mais on en reparlera un peu plus loin, puisque à la fin de ce livre, il y a bien sûr un catalogue des œuvres de Terasawa qui sont éditées chez eux. En ce qui concerne cet ouvrage, donc c'est un ouvrage donc, qui s'appelle Bushi Terasawa aux frontières de l'imagination, premier voyage, donc une création originale de Fujimanga. Alors premier voyage, pourquoi? Parce qu'il en existe un deuxième tome, que j'espère avoir dans quelques temps, hein. C'était ce livre-là, alors oui, je peux vous le dire, je peux vous en parler déjà maintenant. C'est un livre en fait qui réédite le catalogue de l'exposition consacrée à Cobra et à Terasawa lors de la Japan Expo en 2018. Malheureusement, Terasawa n'avait pas pu venir, mais l'exposition avait quand même eu lieu, et donc bien sûr, qui dit expo dit catalogue, et donc ils avaient réédité le catalogue sous forme de livre, mais avec des ajouts, d'autres photos, d'autres documentations, donc pour enrichir un peu. Et derrière, ils ont donc fait également un deuxième tome qui s'appelle donc Second voyage ou deuxième voyage, je sais pas, je vous mets une photo ici de la couverture. Et donc vous voyez, hein, déjà, ils font le parallèle entre le manga, entre guillemets, old school, donc dessiné à la main, colorisé à la main, et donc la colorisation et le dessin à l'ordinateur, qui est un peu la marque de fabrique de Black Sheep, donc Black Sheep, le mouton noir, qui est donc la maison d'édition de Bushi Terasawa. Donc, dont la spécialité, comme je disais, est d'être passé très très tôt au dessin et à la colorisation par ordinateur. Donc c'est parti pour la découverte de ce livre. Alors comme d'habitude, hein, j'ai peur que cette vidéo soit un peu longue, parce que dès qu'on parle d'un livre, c'est assez difficile de ne faire que le survoler. Là, rien que cette double page qui sert juste d'introduction, donc elle est issue d'un manga. On voit Cobra sur sa moto et qui tire avec son psychogun. Donc voilà,
version remasterisée du catalogue de l'exposition dédié à Bushi Terasawa lors de la Japan Expo de Paris 2018. Donc voilà, ça résume ce que j'étais en train de dire. Donc une préface qui explique ce que je viens de vous raconter, écrite par Jean-François Dufour, qui est donc le président et le fondateur de la Japan Expo, et également directeur général et fondateur d'Isamanga, la boîte d'édition de ce livre, donc qui explique comment il a découvert Cobra, comment il a découvert Bushi Terasawa. Donc justement, Bushi Terasawa, une petite biographie où on apprend qu'il a été très malade ces dernières années, qu'il est aujourd'hui en fauteuil roulant, qu'il a commencé sa carrière en participant à des concours de manga féminins, et que dont on voit quelques extraits ici. On retrouve quelques prémices de personnages que l'on connaîtra par la suite. Ici on voit on peut reconnaître certains traits de Cobra avant son opération. Ici Crystal Bowie, l'homme de verre. Quelques dessins qui nous font vraiment penser au personnage qui sera dessiné par la suite. Ici donc on découvre, pour ceux qui ne le savaient pas, donc Terasawa a travaillé pendant 1 an avec Osamu Tezuka. Alors Osamu Tezuka, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des, je vais pas dire père fondateur du manga, parce que les mangas existent depuis très très longtemps, mais c'est une grande figure. C'est lui notamment qui a fait Astro Boy, c'est lui notamment qui a fait Blackjack, donc des mangas très connus, un auteur très connu. Et donc Terasawa a travaillé 1 an au sein de ce studio. Donc là des photos de Terasawa, entre autres avec Luc Besson, ou ici avec Jean Giraud, alias Moebius. Donc ici une interview de Terasawa, donc qui reprend pas mal d'éléments de sa biographie qu'on voyait avant. Donc ici le dieu du manga, donc Osamu Tezuka. Ici des planches, alors elles sont petites mais on les verra un peu plus grandes, des 2 premières œuvres de Terasawa, donc qui sont Sigma 45 et Daishi Yo Aoku Nare, qui sont 2 œuvres où on peut retrouver déjà les prémices de ce que sera Cobra. Dans l'une, il y a un canon géant qui fait vraiment penser au Psychogun, et dans l'autre, on a déjà un personnage qui ressemble énormément à Jane. On le verra un peu plus loin parce que sur cette œuvre, Sigma 45 est reproduite entièrement. Même si moi j'avais eu l'occasion déjà de le voir et de le lire dans un coffret édité par l'ancienne édition donc des Cobras en couleur. Ils avaient ressorti un coffret avec toute la première saga de Cobra consacrée à l'arme absolue. Et à la fin ils avaient mis donc ces deux mangas, ces 2 œuvres, de premières œuvres donc de Terasawa. Ici une couverture de Weekly Shonen Jump de l'année 1978, qui correspond au début de Cobra. Alors, pas les tout débuts, mais ici une couverture avec Midnight Haze Goku. Là ça doit être Black Bat, une autre œuvre de Terasawa. On va voir tout ça après. Là donc Bushi Terasawa qui fait une démonstration de dessin et de colorisation à l'ordinateur. Donc ça date de 97, ce qui explique le gros écran. Ici une couverture avec Takeru. En 96, les nouvelles aventures de Cobra et les rééditions. Donc différents projets avec les couvertures de Super Jump, le bureau de Bushi Terasawa aujourd'hui. Et donc là on commence à entrer dans la description des différentes œuvres de Terasawa, avec la première, donc Daishi Yo Aoku Nare, qui se traduirait par Ô terre que ta nature reverdisse. Donc c'est l'histoire de post-apocalyptique, les humains vivent sous terre parce que la radioactivité est trop importante.
Et c'est une petite histoire d'un groupe d'humains qui veut s'en aller, quitter la Terre. Donc une histoire très sombre, limite dramatique, parce que bon, sans spoiler, ça se finit pas forcément très bien. Et avec cette œuvre, Terazawa décrochera une mention honorable à la 13e édition du prix Tezuka. C'est-à-dire qu'il est arrivé second, alors qu'il pensait arriver en tête, il est arrivé second. Et même si, alors il le dit dans son interview, même s'il n'a jamais pu demander à Tezuka pourquoi il était arrivé second alors qu'il lui avait dit que c'était bien, c'était génial et tout, il pense que c'est parce que le studio voyait qu'il avait du talent mais qu'il fallait qu'il travaille encore et qu'il voulait pas qu'il attrape la grosse tête trop vite. Donc il l'avait mis second pour lui dire bon tu vois c'est bien mais il faut encore bosser quoi. Enfin c'est lui qui le dit, hein. C'est dans l'interview, mais il n'a jamais eu l'occasion de lui demander réellement. Donc là voilà une case. Sigma 45. Donc une seconde œuvre. Donc là on reconnaît déjà le dessin style Jane hein, dans Cobra. Et déjà à la place du bras, une arme. Donc déjà les prémices de ce que sera sa prochaine œuvre. Puisque derrière ces deux œuvres indépendantes, hein, qui sont vraiment des one-shots, l'œuvre suivante, ça a été vraiment Cobra. On retrouve également d'autres éléments qu'on peut voir sur cette double page, qui apparaîtront dans le manga Cobra, puisque cette espèce de créature mi-homme, mi-requin, on la voit dans une des aventures de Cobra, et le personnage ici, bon là qu'on distingue pas bien parce qu'il y a un reflet autre, c'est vraiment le dessin du président du club de Rockball, donc les yeux noirs, les cheveux lissés avec la chevelure coiffée de chaque côté. C'est déjà ce personnage-là qu'on retrouvera, enfin pas ce personnage-là, mais en tout cas ce graphisme-là qu'on retrouvera par la suite dans Cobra. Donc il reprend un certain nombre d'éléments. Et justement, puisqu'on parle de Cobra, nous y voici. Donc, Space Adventure, alors Cobra The Space Pirate, qu'on a traduit en France par Space Adventure Cobra. Donc ici, une illustration faite à l'ordinateur. Alors je crois que c'est la saga des 8 ou 9 guerriers, je me souviens plus. Mais une saga très sympa. Donc là, toute une description de Cobra, les couvertures originales publiées entre 79 et 85, hein, puisque les mangas sont d'abord toujours pré-publiés dans un ouvrage, hein, dans un ouvrage là qui s'appelait Weekly Shonen Jump, donc qui regroupe plein d'histoires, hein, c'est comme un énorme catalogue hein, avec plein de mangas qui sortent toutes les semaines. Et si la série a du succès, bah, elle est dans les premières pages. Si elle perd du succès, elle recule jusqu'à sortir si elle a plus de succès. Et si vraiment la série a vraiment énormément de succès, bah, après elle a son édition indépendante, propre à elle. Donc ce qui est arrivé donc, pour Cobra. Donc là après on a les personnages de Cobra, donc évidemment Cobra, Lady, donc Armanoïde dans la version française, Jane, Catherine et Dominique, Dog, Pumpkin et Bud. Alors, je me souviens plus de leur nom en français, mais ils apparaissent dans la saga Salamandar. Jack Bista, qu'on voit également très rapidement dans la saga Salamandar, donc c'est un informateur de Cobra. Secret, alors elle, pour ceux qui connaissent pas le manga mais que le dessin animé, c'est un personnage qu'on ne voit pas puisqu'il arrive après la saga Salamandar, puisqu'il y a un des personnages dans la saga Salamandar, dans le manga, qui meurt, dans le dessin animé qui a été ramené à la vie. Et donc ce personnage c'est Secret et qui remplace le personnage tragiquement disparu. Et il y a une ambiguïté, on ne sait pas si c'est un nouveau personnage ou si au final c'est le même personnage, enfin... Voilà, c'est pas très clair, pas très clairement dit dans le manga, le doute subsiste toujours. Salamandar, justement, Crystal Bowie, l'homme de verre, en français. Donc Sandra, qu'on voit dans la saga de l'arme absolue,
Galtan, Black Sword Zero. Alors Black Sword Zero, c'est un personnage très intéressant puisqu'il est fait du même métal qu'Armanoïde, donc a été conçu par la civilisation de Mars. Et lui, il a la particularité de pouvoir fusionner avec n'importe quelle technologie et d'en prendre le contrôle. Donc un antagoniste très puissant qui donnera pas mal de fil à retordre à Cobra. La saga du Rick Ball, hein, qui est donc la saga, la partie la plus populaire, que ce soit en France ou au Japon, de Cobra. D'ailleurs, il faut savoir que Cobra n'a pas été une série qui a eu énormément de succès au début. Hein. C'était vraiment en dents de scie. Et le passage du Rick Ball a vraiment rendu la série populaire au Japon. Alors les engins, hein, l'airbike, hein, la moto, le Turtle, alors qui n'a pas du tout la même apparence que dans le premier dessin animé. D'ailleurs, dans le premier dessin animé, il l'appelle le Psychoroïde, je crois. Dans le film, il y a encore parce qu'il y a eu un film Cobra, alors un long métrage dessin animé, hein, qui a été fait avant la série animée. Et donc, le Turtle, le Psychogun, hein, donc le rayon Delta en français. Alors là, quelques dessins. Donc issus du manga en noir et blanc. Alors là, en noir et blanc, c'est exactement l'illustration que je vous ai présentée tout à l'heure, juste après la couverture. Ici, les dessins par ordinateur. Alors il y a de tout. Alors quand je dis il y a de tout, c'est qu'il y a des dessins originaux, c'est-à-dire que la publication a été faite par ordinateur. C'est notamment celui-ci, celui-ci, et d'autres dessins qui sont des colorisations de manga en noir et blanc. Donc celui-ci. Je crois que ces deux-là, c'est des originaux à l'ordinateur. Black Knight Bat. Alors c'est une série que je ne connais pas du tout, qui raconte l'histoire d'une princesse qui doit reconquérir son royaume, qui est aidée par des espèces de petits personnages. Alors je ne connais pas, donc je ne peux pas aller plus loin, je connais juste ce qui est décrit dans cet ouvrage. Maintenant, la particularité, c'est que cette édition a été faite en noir et blanc, elle a été recolorisée sur ordinateur en 85, et elle a été refaite encore par la suite dans les années 90. Donc c'est un peu la particularité, c'est un seul tome, donc avec les différents personnages. Donc Bat Duran, c'est la fameuse princesse, et elle porte une espèce de bague qui lui fait apparaître une épée. Donc par contre on reconnaît bien les tenues un peu sexy inhérentes à Terazawa. Donc là, les personnages dans le manga noir et blanc. Et ici, différentes colorisations. Alors certaines datent des années 80, d'autres des années 90. Là encore des pages colorisées. Alors je pense que ça doit être plus années 90 ça. Midnight Eyes Goku. Midnight Eyes Goku est un manga en 3 tomes que je possède. Alors pareil, dans une autre édition que celle-ci, mais elle est en cours de réédition chez eux. Donc qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte que les œuvres précédentes de Terazawa. Donc ça raconte l'histoire d'un ex-flic devenu détective privé, qui au cours d'une enquête échappe de peu à une tentative de meurtre, perd son œil, et son œil est remplacé en fait par un œil électronique qui lui permet de se connecter à tous les ordinateurs, tous les réseaux, contrôler énormément de choses. Et en plus, il a un bâton qui s'agrandit à volonté, Goku. C'est pas l'analogie avec Son Goku de Toriyama avec le bâton magique qui s'agrandit, qui lui-même est issu de la légende du roi singe, qui a également un bâton qui s'agrandit et qui s'appelle Goku. Voilà, c'est un thème qui est recyclé. Donc ce sont ces 3
trois volumes, pardon, qui sont des one-shot, hein, c'est des enquêtes qui commencent et qui se terminent, même si au final on ne sait pas quelle organisation l'a sauvé et lui a greffé cet œil, ça n'a jamais été apporté comme réponse. En tout cas, moi j'aime beaucoup, mais c'est beaucoup plus adulte, beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre comme histoire que ce qu'on connaît habituellement, par exemple chez Cobra. Même si les histoires de Cobra dans les mangas sont beaucoup plus adultes et beaucoup plus sombres que les dessins animés, qui sont plus légers, beaucoup plus humoristiques. Même si cette pointe d'humour est présente également dans les œuvres originales sur papier. Donc là, le personnage de Goku, hein, comme je disais, la particularité, c'est qu'il a une veste, il est torse nu avec une veste et une cravate. C'est un peu particulier, mais bon. Alors les personnages qu'il va rencontrer au cours de ses aventures, mis à part lui qui est le personnage principal, on ne retrouve pas de personnages récurrents dans les différentes histoires. Hein. Ce sont vraiment des one-shots, donc toujours des histoires indépendantes. Yoshi Terasawa, dans son interview, dit que c'est l'œuvre qui est la plus personnelle dans le sens où il s'est beaucoup inspiré des différentes femmes, par exemple, qu'il a eues dans sa vie pour les personnages féminins, les clientes ou autres. Donc voilà, différentes captures. Karasu Tengo Kabuto. Alors ça, c'est une œuvre un peu particulière que je ne connaissais pas. C'est une œuvre dont la production en dessin animé avait commencé lorsque le studio a pris contact avec Terasawa pour dire maintenant il faudrait nous faire un manga qui sera en parallèle du dessin animé. Donc qui se passe dans un univers médiéval japonais, mais avec des pointes de science-fiction et de technologie avancée. Hein. Enfin, c'est aussi un peu la marque de fabrique de Terasawa de mélanger les époques, puisque dans Cobra, on se retrouve parfois avec des séquences totalement issues du Far West avec de la technologie avancée. Donc je ne connais pas du tout cette œuvre-là. A priori, c'est une histoire de démons qui se réveillent tous les temps de temps, et donc il y a du côté du bien un homme qui est chargé de se battre contre lui, et donc évidemment là ça tombe sur Kabuto, donc qui a des alliés au nombre de 4 qui sont des réincarnations de divinités pour l'aider. Là les pages des méchants, là, les démons, quelques cases donc issues du manga. Takeru. Alors Takeru, c'est un espèce de ninja qui a comme pouvoir de matérialiser les kanji. C'est-à-dire qu'il va faire des mouvements, va matérialiser un kanji, et ce kanji va faire l'action qu'il signifie. Par exemple, s'il utilise le mot herbe et apaisé, il fait le kanji d'herbe et apaisé, donc il le dessine dans l'air, ça forme le kanji, et ben ça fera médicament, soigner. Donc c'est un concept très particulier qui serait par exemple très très bien dans un jeu vidéo, c'est ce que dit d'ailleurs Yoshi Terasawa. Et l'autre particularité de ce manga, c'est que c'est le premier manga qui a été fait du début à la fin entièrement à l'ordinateur. Donc voilà. Donc c'est des planches vraiment issues du manga, donc je crois qu'il est en 2 tomes. Donc Takeru. Alors on reconnaît quand même, moi je sais que il avait été édité en France dans les années 90 aussi, parce que j'étais encore au lycée. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, alors la coiffure est pas la même, mais la tenue rouge, les cheveux blonds, les yeux bleus, franchement je lui trouvais vraiment des faux airs de Cobra. Par exemple là, bon. Et toujours des personnages féminins court vêtus. Faut croire que dans l'univers de Terasawa, il fait jamais froid. Voilà les bad guys. Donc voilà, je donnais. Là, il fait un dessin qui correspond à un kanji, et donc ça se matérialise, et son pouvoir se matérialise par là. Gun Dragon. Alors Gun Dragon, j'en avais entendu parler, je connaissais pas plus que ça. Alors c'est vraiment quelque chose de très spécial, qui est édité d'ailleurs chez cette société d'édition là.
Alors, c'est une... je sais même pas si je vais pouvoir vous présenter des pages, parce que c'est surtout des photos promotionnelles. En fait, le concept, c'est un manga dessiné à l'ordinateur, dont le personnage principal est en prise de vue réelle. Donc imaginez le personnage principal qu'on va prendre en photo sur un fond vert ou un fond bleu, enfin voilà, on ne garde que le personnage principal et quelques accessoires. Et derrière, on va l'incruster dans le manga, et tout le reste du manga, c'est fait par ordinateur. Donc, alors c'est développé un peu plus loin, je crois. Donc bien sûr, les antagonistes, tous sont dessinés à l'ordinateur. Il n'y a que le personnage principal qui est fait en prise de vue réelle. Et donc ça raconte l'histoire dans un futur lointain. Il y a une police un peu spéciale qui s'appelle la Gun Dragon. Et donc il a fait 2 aventures, un Gun Dragon Sigma, et qui parle de l'agent Sigma, qui fait partie de la Gun Dragon. Et Gun Dragon 2, alors je me souviens plus le nom. Donc par contre, où là, la particularité, ben, on l'a justement sur la page suivante, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnages en prise de vue réelle, puisqu'il y a une équipe et la sorcière méchante, donc en tenue également très légère. Sera donc en prise de vue réelle. En prise de vue réelle, je crois qu'il y a 5 ou 6 personnages. Donc, Lambda, Omega, Epsilon et Asura. Non, il y a 4 personnages a priori en prise de vue réelle. Le reste est fait par ordinateur. Donc là, c'est les différents décors. Alors là, il explique comment il fait les pages. Il dessine un manga de manière classique, sachant que tel ou tel personnage sera donc en prise de vue réelle. Ensuite, il va dessiner sur ordinateur les fonds et les décors sans le personnage donc en prise de vue réelle qui sera intégré par la suite. Le shooting photo avec les poses déterminées par le storyboard là. Donc comme il expliquait, il y a certaines poses qui sont difficiles à prendre parce que les mouvements dynamiques, la personne qui court, qui saute et autres demandent pas mal de photos. Et ensuite, avec Photoshop, il le dit clairement, il rajoute les ombres, il rajoute la colorimétrie pour que ça corresponde. Et il intègre donc ces personnages réels dans les décors faits à l'ordinateur. Donc là, ce sont des accessoires et des éléments de la bande dessinée. Donc là, c'est des vignettes timbre-poste, donc ça va être compliqué à vous montrer, mais justement, ça montre une séance photo. Donc il y a beaucoup de maquillage, beaucoup de photos de groupe, beaucoup de souvenirs et d'anecdotes dans les légendes des photos. Donc là, c'est la photo que nous avons en 4e couverture de Terazawa dans son studio dans les années fin 80, début 90. Et ici, il nous explique, à cette époque-là, attention, depuis ça a sûrement changé, ça s'est sûrement modernisé. Là, il explique comment il fait donc des pages, un manga numérique. Donc là, il présente son matériel d'époque. Alors c'est pour ça que je dis que ça a dû évoluer, parce que à l'époque, il avait un Macintosh G3 9600 et un Power Mac 8500. Donc ça, c'est vraiment fin des années 90, même milieu des années 90, le G3, le G4. Chez Mac, c'était à peu près la période où ils ont lancé leur premier iMac. Donc vous voyez, ça remonte quand même à pas mal de temps. Les scanners sont énormes, enfin voilà, là il explique tout le... Là il y a la photo du matériel de son bureau, et ici on a le descriptif. Donc là il explique vraiment tous les processus. Donc un crayonné de manière totalement classique. Ensuite il redessine les lignes principales au stylo bleu pour pouvoir scanner. Il retravaille donc les images au scan, affine les contours, les contrastes. Bon, je vais passer les détails, mais donc il travaille énormément son image en rajoutant des calques et différents éléments sur Photoshop, dessine des éléments supplémentaires à la tablette graphique.
La mise en couleur, donc avec différents aplats, il prépare des palettes de couleurs, donc il explique qu'il utilise une palette, il crée une palette de couleurs par personnage. Il utilise environ 200 palettes pour chaque histoire, et pour Cobra, pour le personnage de Cobra, il a une palette pour les couleurs de jour et une palette pour les couleurs de nuit. Donc en effet, si vous multipliez ça par le nombre de personnages et les décors, ça peut tout de suite monter très rapidement en volume. Donc là on voit les différentes couches avec les lignes, on estompe, on fait des halos, des contours progressifs, on joue sur les transparences de calque donc pour obtenir ces résultats-là. Ensuite il travaille sur les éléments du décor et en particulier de la lumière. Donc là on peut voir différents... là la lumière elle est juste en fond, ici elle va un peu plus sur le dessus. Ici il rajoute encore un calque avec plus de transparence pour vraiment faire un dégradé de lumière. Ici il travaille sur les ombres. Donc là pareil on a... Alors là les ombres, ici les halos lumineux, les reflets lumineux sur les personnages. Là il dit qu'il travaille sur l'enseigne, puis ensuite à part et ensuite l'incruste en la déformant. Il superpose tous les calques pour obtenir un premier résultat. Et ensuite il a toute une collection d'onomatopées, de bulles qu'il rajoute dans la page pour obtenir donc le résultat final, et il n'y a plus qu'à compléter avec les textes par la suite. Et là, on arrive maintenant sur la deuxième partie de l'ouvrage. Ce sont toutes les illustrations par série. Donc là, on commence par Cobra, donc avec des illustrations... ça pique un peu les yeux aujourd'hui, hein, les illustrations d'époque, des débuts. Alors, retenez bien certaines illustrations parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont redondantes. Par exemple, la pose de Cobra, là, avec les jambes écartées et le psychogun vers l'avant. Donc ça c'est une illustration, je crois que c'est la deuxième couverture ou troisième couverture du manga d'origine, donc dans fin années 70. Alors retenez bien cette pose parce qu'elle revient très souvent, c'est une pose qu'affectionne pas mal l'auteur. La saga Rug Ball, avec Dominique en arrière-plan. Là pareil, hein, Dominique sur son espèce de lézard à deux pattes, c'est quelque chose qui revient... souvent dans les hors-textes. La saga Salamanda. Alors ça c'est amusant parce que... Non, c'est la porte dorée. Donc la porte dorée, oui, elle a été recolorisée, mais elle était en noir et blanc d'origine. Donc ça c'est une illustration d'origine. Ça aussi, c'est... on a vu ce personnage-là, on l'a vu précédemment en numérique. Crystal Boy. Ça, je crois que c'est une illustration qui vient de la Légende des Mandrades. Donc, qui a été fait en noir et blanc et recolorisé par la suite à l'ordinateur, mais ça, c'est fait à l'ancienne. Les Croisés de l'Enfer. Très belle saga, Les Croisés de l'Enfer, j'aime beaucoup. Black Sword Zero, hein, donc le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient également de la saga des Croisés de l'Enfer. Donc là, on commence à arriver dans l'ère du numérique. Alors c'est pareil, cette illustration-là, je crois qu'elle est en 2 exemplaires dans ce livre, parce que le fond a été refait. Donc là, il est entièrement fait, donc personnage de devant fait à l'ordinateur. Qui est une espèce de pom-pom girl de la saga Rug Ball, et donc le visage de Cobra en arrière-plan. Donc c'est pareil, je crois qu'elle est un peu plus loin refaite, enfin, où c'était l'ancienne qu'on verra plus loin, et celle-là la nouvelle version. Donc là c'est pareil, cette illustration-là. Cobra, elle n'a pas la même pose, mais le personnage là a été refait par ordinateur, on verra ça un peu plus loin. Donc ça fait partie des dernières éditions entièrement faites par ordinateur, en couleur. C'est des mangas qui ont été faits entièrement en couleur.
ça aussi. Donc, toujours de superbes illustrations. Alors, je sais très bien de quelles histoires c'est sorti. Hein. Celle-là, elle est sortie directement en couleur aussi. Mais j'ai plus le titre des sagas en tête. Alors ça, c'est pareil, c'est une illustration d'une histoire qui est sortie en noir et blanc, qui a été fait aussi en dessin animé d'ailleurs dans la première série de dessins animés. Voilà, donc c'est cette illustration-là dont je vous parlais. Alors, si j'arrive à la retrouver. Voilà, donc vous voyez là, à l'ancienne, au crayonné. Et là, la nouvelle version. Donc, la pose de Cobra a changé, mais le personnage féminin, lui, alors, à part la chevelure, mais sinon c'est exactement la même tenue, et donc refait à l'ordinateur. Donc là, des personnages en verre et on dirait presque en cristal, avec soit du métal liquide, soit un peu la Crystal Boys, mais vraiment très réussi. Alors là, je connais pas du tout ce personnage. Hein. Par contre, ça doit être un des mangas que j'ai pas lu. Donc là, je vous disais, là, cette fameuse pose avec Cobra, les jambes écartées, le Psychogun vers l'avant. Hein, vous voyez, on la retrouve ici. Et voilà, donc je vous disais, l'image du Rockball avec Cobra derrière. Alors non, c'est celle-là qui est plus récente. Mais je préfère l'ancienne. Là, il a entièrement refait à l'ordinateur l'arrière-plan. Et je trouve que moi, personnellement, je préfère l'ancienne. De nouveau, on retourne là sur des crayonnés. Lady, fait à l'ordinateur. On a eu presque la même faite par ordinateur. Là, c'est à l'ancienne. Une illustration avec Salamandar. Papillon. Alors ça, c'est bizarre parce qu'il me semble que... Non, c'était fait en noir et blanc aussi, ça, ou en couleur, je sais plus. Non, il me semble que c'est quelque chose qui était fait en couleur, ça, à la base. Directement en couleur, il est pourtant crayonné en noir et blanc. Le Train d'Or. Donc pareil, c'est un manga qui a été fait en noir et blanc, là, colorisation à l'ancienne, mais qui a été refait par la suite à l'ordinateur. La saga de la Porte Dorée. Pareil, ça c'est la Porte Dorée avec Secret, justement. Alors, toujours les personnages féminins mis en avant. Là, Black Knight Bat, donc comme je vous disais, c'est un manga qui a été fait en noir et blanc, puis en couleur, puis de nouveau en couleur. Donc là, typiquement, on a la comparaison entre la version 1985, donc qui a été une colorisation faite pixel par pixel. On a l'impression d'être devant un vieux jeu sur Atari. Et ici, la version de 96. Même chose. Ah, là, c'est vraiment flagrant. Et donc là, des illustrations entièrement faites par ordinateur. Midnight Eyes Goku. Donc je vais un peu plus vite, c'est des illustrations à l'ancienne. Mais qui n'en demeurent pas moins jolies. Hein. Là, on a des dessins de décors. Des filles, bien évidemment, chez Terazawa. Alors la particularité de l'histoire d'où est issue cette image, c'est qu'elle se passe pendant le Paris-Dakar. Alors Karazu Tengo Kabuto, alors là je peux pas vous dire grand chose, hein, comme je vous disais, c'est une série que je ne connais pas du tout. Takeru, donc manga entièrement fait, comme je vous disais, à l'ordinateur du début
à la fin. Ça n'a pas été un manga en noir et blanc recolorisé, non, non, il a été conçu directement en ordinateur. Gun Dragon Sigma et Gun Dragon 2. Alors ici, c'est le catalogue de ce qui a été réédité donc chez Isa Manga. On voit que les 2 volumes de Takeru sont disponibles, les 2 volumes de Gun Dragon. Black Knight Bat existe en 2 versions, donc la version noir et blanc et la version colorisée de 90. Midnight Ace Goku est en cours de publication puisque le tome 1 est disponible, le tome 2 est prévu pour janvier, février, le tome 3 en avril. Cobra, il y a déjà pas mal de... Pardon, excusez-moi. Il y a déjà pas mal de volumes qui sont donc les volumes couleurs. Alors, c'est soit des histoires originales faites en couleur, c'est le cas par exemple de Psychogun partie 1 et 2, Galaxy Knight, Time Drive, Blue Rose et Magic Doll, qui devraient pas tarder à sortir, donc qui sont des mangas d'origine en couleur. Legend of Monrad, Thunderbolt Start, On the Battlefield, Secret of Sword et Golden Gate sont par contre des histoires en noir et blanc qui ont été colorisées. Donc un peu la différence. Donc la plupart de... Enfin, je les ai tous, ceux-là, mis à part Magic Doll partie 1 et 2. Je les ai tous dans l'ancienne édition. Et donc j'attends là la sortie. Alors normalement décembre 2021, Magic Doll devrait être sorti. Magic Doll partie 2 devrait donc sortir lui courant mars. Et la dernière partie de cet ouvrage, et on en aura fini, c'est Sigma 45. Donc alors tout l'ouvrage se lit en version dans le sens européen. Et Sigma 45 par contre se lit dans le sens original. Donc voilà le manga. Comme je vous disais, hein, le personnage là ressemble vraiment au président du club de rugby. Voilà l'image qu'on avait tout à l'heure. Hein. Bon, le trait n'est pas encore aussi beau et aussi fin que sur la fin des aventures de Cobra, mais Cobra au début ça pique les yeux aussi. Hein. Quand on regarde les premiers... Donc voilà, c'est une histoire très sombre. Pas du tout drôle, il n'y a pas une seule pointe d'humour dedans. C'est très glauque, mais très sympa. Voilà, donc pour cet premier ouvrage, donc premier voyage dans l'univers de Terazawa. J'espère pouvoir me procurer le second tome dans quelques temps, hein, pas tout de suite quand même. J'espère que ça vous a plu, j'espère que... alors je ne suis pas vraiment certain de vous avoir appris grand chose parce que Terazawa est un auteur tellement populaire et tellement connu que je pense que certains d'entre vous connaissaient même des œuvres que moi je ne connaissais pas avant d'avoir ce livre. En tout cas, cet ouvrage est encore disponible, on peut se le procurer soit chez l'éditeur, soit sur des boutiques de vente en ligne de biens culturels. Alors je fais exprès de ne pas donner de marque ou autre parce que je ne veux pas faire de publicité. Si j'en cite un, il faudrait que je cite tout le monde et je ne suis pas apte à savoir qui le vend, qui ne le vend pas. En tout cas, vous pouvez le trouver chez l'éditeur. Donc lui par contre, voilà, je peux vous donner, c'est Fujimanga puisque c'est l'éditeur du livre. Il a son propre site de vente. Vous faites une recherche sur internet, vous le trouverez. Je crois qu'il est à 30 ou 40 euros. Je pourrais pas vous dire ça exactement puisque on me l'a offert. Il fait plus de 300 pages, donc c'est quand même un bel ouvrage que je recommande. Alors il n'y a pas beaucoup de texte, hein, il y a beaucoup d'illustrations, pas beaucoup de texte, c'est un peu mon regret. Mais bon, ça vient d'un catalogue d'exposition, donc c'est normal. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne année 2022 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!